Notre monde est étrange, et son histoire est intrigante. Faut-il la prendre au pied de la lettre, ou émettre certaines réserves concernant les récits qui nous sont transmis depuis toujours? Il était une fois une histoire singulière et fascinante, nous expliquant l'apparition de la vie sur Terre et son évolution. Bien qu'aucun témoin vivant ne puisse nous expliquer ni nous narrer l'apparition de la vie sur cette planète et son évolution, nous disposons depuis quelques siècles d'un récit complet de son histoire. Il est dit que cette histoire doit être acceptée comme vérité absolue, sans remise en question possible. C'est un fait. Une histoire officielle avec un grand H, de la vie avec un grand V, et de ses péripéties. Aucun témoin oculaire, aucun document écrit de l'époque ne corrobore cette thèse enseignée partout à travers le monde sans exception. Cependant, les faits sont incontestables. Nous connaissons notre histoire. Quelle histoire? Celle de l'apparition de la vie par hasard, de l'évolution des espèces passant d'une forme à une autre, du peuplement de cette planète par les végétaux et ainsi de suite jusqu'aux animaux, pour finalement aboutir à l'apparition des dinosaures et à leur règne pendant plusieurs millions d'années avant leur disparition brutale. Ainsi, des centaines de millions d'années d'évolution et d'existence, une multitude d'espèces de plantes et d'animaux ont doucement évolué avant de totalement disparaître suite à un cataclysme salutaire. La place laissée libre a profité à l'Homo sapiens simiesque pour poursuivre l'évolution hasardeuse d'une création sans créateur. Heureusement, il nous reste des fossiles et des fragments de squelettes de ces chers reptiles géants pour confirmer de manière assez commode les enseignements sataniques. Dans la Torah et le Coran, il est mentionné qu'à une époque, la Terre était peuplée de géants. Des tribus humaines de taille classique côtoyaient d'autres tribus de taille gigantesque. L'existence des géants est évoquée à plusieurs reprises dans le Coran et un exemple en particulier attire l'attention. Il est relaté dans la sourate 5 que Moïse guide son peuple vers la Terre Sainte prescrite par le Seigneur, les avertissant de ne pas revenir sur leurs pas au risque d'être perdants. Cependant, le peuple de Moïse hésite, car cette terre est habitée par des géants. Certains préfèrent rester en retrait, proposant que Moïse et son Seigneur combattent à leur place. Face à cette rébellion, Moïse exprime son impuissance, ne pouvant contrôler que lui-même et son frère, et demande à être séparé de ce peuple pervers. En réponse, Dieu condamne le peuple à errer pendant 40 ans, privé de la terre promise, et Moïse est apaisé quant au sort de ces rebelles. Ces quelques versets révèlent de nombreuses informations. Ils nous montrent d'abord qu'à l'époque où Moïse guidait les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, un peuple de géants habitait la Terre Sainte. Ces géants étaient un défi pour les Israélites qui devaient les affronter pour accéder à la terre promise. Face à leur refus et leur apparente couardise, allant même jusqu'à demander à Moïse et à Dieu d'engager le combat à leur place, ils ont été condamnés à errer pendant 40 ans. Cela rappelle les 40 ans évoqués dans le récit biblique de la traversée du désert, bien que le désert en lui-même ne soit pas mentionné. Difficile en effet d'imaginer un peuple de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'individus tourner en rond dans l'exigu désert du Sinaï 40 années durant sans en sortir. Il est fort possible que les Israélites aient également erré dans les régions voisines, mais qu'il leur fut impossible, comme l'a décrété Dieu, de fouler la Terre Sainte avant d'avoir purgé les 40 ans d'errance. Ceci reste cependant un détail. L'élément marquant de ces versets concerne la présence d'un peuple de géants en Terre Sainte. Ils ont probablement dû s'y établir sur plusieurs générations. Ils y ont donc passé plusieurs décennies, voire siècles. Comme toute population, ces membres vivent et meurent. Des cimetières et des restes des corps doivent y être encore. Il est impossible qu'aucun ossement de géant n'ait été découvert dans la région ni même ailleurs, là où des peuples de géants ont vécu. Adam lui-même était un géant puisqu'il mesurait 60 coudées, ce qui représente environ 30 mètres. Cette taille de départ n'ayant cessé de régresser de génération en génération jusqu'à la disparition totale des géants. Le géant Goliath, par exemple, que David a combattu, était beaucoup plus petit qu'Adam puisque la Torah lui donne la taille de 6 coudées, environ 3 mètres. La patrouille historique a cependant veillé au grain en laissant penser que Goliath devait souffrir d'une maladie rare, l'acromégalie. Cette maladie est caractérisée par une croissance anormale du visage et des membres si elle apparaît après la puberté, et par un gigantisme si elle se déclare avant la puberté. C'est le résultat d'une production excessive de l'hormone de croissance, mais elle est aussi connue sous le nom de la maladie de Pierre-Marie, du médecin qui l'a identifiée. Qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Qui veut se débarrasser des géants, Satan dit qu'ils sont malades. Cette méthode est systématiquement appliquée pour discréditer toute explication divine, que ce soit pour la traversée de la mer Rouge, les plaies d'Égypte, le déluge, le buisson ardent, etc. Une exception cependant à la diminution des tailles avec le temps se trouve dans les versets 65 à 69 de la sourate 7, où il est question du peuple des Had. Ils furent les successeurs du peuple de Noé et ont cette spécificité d'avoir acquis avec le temps une taille gigantesque. Il est mentionné qu'ils furent accrus en hauteur et en puissance. Profitant de la grâce que le Seigneur leur avait accordée, ils firent preuve d'une prétention et d'un orgueil démesuré, probablement dû à leur terrassante puissance qui surclassait les autres peuples de la région. Le même syndrome qui frappera Pharaon. Dans la sourate 41 verset 15, il est question de leur orgueil et de la question qu'ils posaient sans cesse sur qui était plus fort qu'eux, ne réalisant pas que Dieu qui les a créés était bien plus fort qu'eux. Leur destin fut tout aussi tragique et prévisible que celui de Pharaon et de son armée. Il est relaté que les Had traitèrent leurs messagers de menteurs et furent châtiés par un vent violent et glacial qui, durant un jour néfaste et interminable, arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées.
Cette narration se trouve dans la sourate 54, versets 18 à 20, et est complétée par la sourate 69, versets 6 et 7, où il est décrit que les Had furent détruits par un vent mugissant et furieux, déchaîné contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, laissant les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Le vent punitif qui eut raison des Had les a laissés comme des souches de palmiers déracinées, des souches de palmiers évidées. La métaphore est puissante, les termes choisis ne sont pas gratuits. Il s'agit clairement de l'image que donnaient les corps gigantesques des Had allongés au sol, avec leurs pieds démesurés donnant cette impression d'arbres déracinés. L'existence des géants se retrouve aux 4 coins de la planète. Chaque continent relate l'existence des êtres de grande taille du Mexique à l'Afrique, de l'Europe à l'Océanie. Curieusement, à ce jour, on ne trouve aucune trace d'ossements de géants en Terre Sainte. Cela semble tout à fait cohérent car cela ne cadre absolument pas avec l'idée d'une tromperie globale. Pourtant, on aurait pu s'attendre à découvrir potentiellement des milliers, voire des millions de squelettes de géants dans le monde. La Terre Sainte aurait dû regorger de tels vestiges, facilement identifiables. Une stratégie mise en place dans les années 1830 semble avoir réussi à effacer la présence de ces géants avec une astuce simple et économique, l'introduction des dinosaures. Confirmer l'existence des géants reviendrait à corroborer les récits religieux présents dans la Torah et le Coran. Il était nécessaire non seulement de dissimuler leur présence, mais aussi d'expliquer la découverte d'ossements de grande taille dans diverses régions du monde. Il est surprenant de noter que les dinosaures n'ont été identifiés qu'après l'émergence du mouvement maçonnique évolutionniste au milieu du XIXe siècle. En approfondissant cette question, certaines convergences d'intérêt deviennent alors apparentes. Dans le livre Projet dinosaure de Wayne Grady, il est mentionné que les découvertes et les fouilles ne sont généralement pas réalisées par des individus désintéressés, tels que les agriculteurs, les éleveurs, randonneurs, promeneurs ou ouvriers maniant des pelleteuses. Ces individus qui pourraient être impliqués dans des activités comme creuser des fondations de bâtiments ou des tranchées d'oléoducs ne sont pas souvent ceux qui trouvent des ossements de dinosaures. Au contraire, ce sont souvent des individus hautement investis comme des paléontologues, scientifiques, professeurs d'université ou le personnel des musées qui réalisent ces découvertes. Ces professionnels effectuent des recherches délibérées sur les ossements de dinosaures, souvent au cours de voyages et d'expéditions spécifiques dans des régions déjà habitées et explorées, ce qui peut paraître surprenant. Parfois, lorsqu'un os de dinosaure est découvert par une personne sans expertise particulière, un professionnel du domaine peut lui suggérer où chercher et où creuser. Il est également notable que des zones spécifiques sont réservées à la recherche de dinosaures où les amateurs doivent obtenir un permis avant de chasser. Les scientifiques britanniques ont donc fait disparaître les géants par un tour de passe-passe ingénieux d'une simplicité assez grossière, en affirmant que les os de grande taille trouvés lors de fouilles appartenaient à des dinosaures. Évidemment, on n'a jamais retrouvé l'intégralité d'un squelette de dinosaure, et cela, je l'affirme et le prédis, n'arrivera jamais. Cependant, à partir de quelques os récupérés ici et là, les scientifiques établissent le squelette complet d'un dinosaure. Il est inconcevable pour nos contemporains d'imaginer qu'il ait pu exister sur Terre des humains mesurant 4, 5 ou 6 mètres, voire plus. En revanche, croire en l'existence de lézards de plusieurs dizaines de tonnes mesurant 10 mètres voire plus ne pose absolument aucun problème. Pourquoi le premier est-il refusé quand le second est accepté? C'est parce que les géants sont mentionnés dans les écrits religieux, ce qui n'est pas le cas des dinosaures. L'étrangeté dans la découverte des dinosaures, c'est qu'avant même de les avoir découverts, nous avions émis l'hypothèse de leur existence. Et quelques années plus tard, nous les avons effectivement découverts. Le hasard d'Iblis fait bien les choses. On comprend surtout que ces animaux valident une Terre très ancienne, car l'évolution animale avec le principe de la sélection naturelle ne peut avoir lieu qu'avec une ancienneté de la Terre en milliards d'années. Robin Coifet, dans son ouvrage Les dinosaures n'ont jamais existé, remet en question l'existence réelle de milliers de créatures au long cou et de grands reptiles carnivores. Il avance que si ces créatures avaient réellement existé, nous aurions découvert bien plus que 2100 lots d'ossements. Il soutient que des millions d'ossements auraient dû être présents et que les gens ordinaires auraient régulièrement trébuché dessus en jardinant. Certains rétorqueront à ce genre de remarques que 65 millions d'années permettent d'enfouir profondément les ossements sous la surface, de sorte qu'il est quasiment impossible de trouver des ossements affleurant le sol. Seuls des chantiers de construction importants peuvent mettre à jour des ossements aussi anciens, du fait que les couches de sédiments de cette antiquité offrent une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Dans son livre Projet dinosaure, Wayne Grady affirme qu'entre 1870 et 1880, certaines des combines les plus tordues de l'histoire de la science ont eu lieu en Amérique du Nord. En 1842, l'éminent M. Richard Owen du British Museum a tracé la voie de la classification des dinosaures, s'appuyant sur les idées novatrices d'un gestionnaire de musée, le non moins intrigant M. Chevalier. Étonnamment, cette avancée est intervenue alors que le monde n'avait pas encore les yeux rivés sur un fossile de dinosaure. Par un jeu d'écho, la presse s'est emparée de cette nouvelle, donnant à cette histoire son épaisseur. C'est alors qu'arrive sur le devant de la scène un homme pressé de marquer l'histoire, M. Ferdinand Van Diver Heyden. En 1854, lors de ses pérégrinations dans la vallée du Missouri, il tombe sur un trésor, quelques dents dont l'origine demeure un mystère. Sans perdre un instant, ces artefacts sont envoyés à un savant de renom, le passionné Joseph Leidy. Et c'est avec une conviction sans faille que quelques années plus tard, ce dernier scelle leur destin en les identifiant comme appartenant à un dinosaure, qu'il baptisa avec éloquence Trancondon, soit dents rudes.
C'est ainsi que David Wozney, dans son ouvrage Dinosaures, science ou science-fiction, soulève une interrogation qui pique la curiosité. Pourquoi cette absence de découverte avant le 19e siècle alors que la Terre regorge de trésors cachés? La World Book Encyclopedia le souligne avec une justesse déconcertante. Avant les années 1800, les dinosaures étaient encore des énigmes, et c'est à l'aube des années 1900, alors que le siècle précédent tire sa révérence, que la Terre dévoile enfin ses secrets. Mais pourquoi cette avalanche de découvertes à ce moment précis de notre histoire? En voilà une question qu'elle est bonne. Aucun squelette de dinosaure n'a été découvert avant les années 1800. C'est seulement après cette période qu'apparurent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans divers endroits de la planète de plus en plus de squelettes et de fossiles de dinosaures. Il est étrange que des milliers, voire des millions d'années avant 1800, nous n'en ayons jamais trouvé. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de découvertes faites par les Amérindiens quand ils parcouraient le continent américain? Il n'y a aucune croyance des dinosaures dans la religion ou la tradition amérindienne. En revanche, il y a de nombreuses traditions qui évoquent des peuples de géants. Les Indiens du Delaware ont par exemple une tradition selon laquelle une race de géants a autrefois habité la région à l'est du Mississippi, vivant dans d'énormes villes et fortifications. On les appelait les Aligévis. La rivière Allegheny et les montagnes auraient été nommées d'après eux. Les Indiens en migration demandèrent la permission de passer par le pays des Aligévis, ce qui leur fut refusé. Les Indiens sont donc entrés en guerre contre les géants et ont fini par les chasser. Les Aligévis se seraient ensuite enfuis vers l'ouest en descendant la rivière Ohio et en remontant le Mississippi jusqu'au Minnesota. Des ossements de personnes mesurant de 2 à 3 mètres ont été trouvés dans les monticules du Minnesota au siècle dernier. En Amérique du Sud, les indigènes de l'Équateur racontent une vieille histoire selon laquelle une tribu de géants a débarqué sur leurs côtes dans des radeaux de roseaux et a tenté de prendre le pouvoir. Ces géants ont massacré les Indiens et attaqué leurs femmes. L'écrivain espagnol Pedro de Cieza de León a relaté cette histoire en 1553. Il y avait par la mer, dans des radeaux de roseaux ressemblant à de grands bateaux, des hommes qui étaient si grands qu'à partir du genou, ils atteignaient la taille complète d'un homme ordinaire de taille moyenne, et leurs membres étaient en proportion de leur tête, aussi grandes qu'eux, avec des cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules. Ils n'avaient pas de barbe et certains étaient vêtus de peaux d'animaux tandis que d'autres se présentaient tels que la nature les avait faits, sans qu'il n'y ait de femmes parmi eux. Comme les géants relatés dans d'autres mythes anciens, ces visiteurs de l'Équateur étaient un groupe détesté et gênant. Les indigènes les abhorraient, poursuit le récit, car ils tuaient leurs femmes pour les posséder, et les hommes étaient tués pour d'autres raisons. Les Indiens ne se sentaient pas assez forts pour éliminer ces nouveaux envahisseurs qui venaient s'emparer de leur pays et de leurs terres, même si d'importantes réunions furent organisées pour délibérer à ce sujet. Pourtant, ils n'osaient pas les attaquer. S'agissait-il des Aligévis d'Amérique du Nord à la recherche d'un nouveau foyer? Le dilemme a apparemment été résolu lorsqu'un ange est descendu du ciel, atterrissant infailliblement sur la colonie des géants. Ils ont été tués par une catastrophe cosmique. Un météore a frappé leur colonie et les a détruits. Les premiers explorateurs espagnols étaient convaincus de la véracité de l'histoire car ils ont trouvé des os gigantesques et des crânes humains dont les dents avaient 3 doigts de large et 4 de long. Des siècles plus tard, tels que le scientifique H.F. Osborne du Musée américain d'histoire naturelle ont conclu que les Espagnols avaient en fait trouvé des restes d'anciens mastodontes. Conclusion évidemment basée sur la technique du doigt mouillé, c'est scientifiquement léger pour valider une affirmation aussi importante. Le célèbre navigateur italien Amerigo Vespucci, qui donna son nom Amérique au continent, relate ses observations en arrivant sur l'île de Curaçao dans sa seconde navigation. Et en cheminant sur la plage, nous remarquâmes certaines traces de pieds démesurées. Nous en déduisîmes que si les autres membres étaient en rapport avec les pieds, les habitants devaient être très grands. Et en rentrant dans celle-ci, nous trouvâmes 5 femmes, 2 vieilles et 3 jeunes, d'une grande stature. Cela nous remplit de stupeur. Voilà que commencent à entrer dans la demeure quelques 36 hommes, d'une taille encore plus grande que celle des femmes, si vigoureux et de si belle apparence que c'était un plaisir de les voir. Leur apparition nous troubla tant que nous eussions préféré être sur nos vaisseaux qu'au milieu de ces individus. À cause de la grande taille de ses habitants, nous donnâmes à cette île le nom l'île des géants. L'île des géants s'appelle de nos jours Curaçao, aux Petites Antilles dans la mer des Caraïbes, au large du Venezuela. Diverses traditions rapportées entre autres par le père José de Acosta évoquent une lutte des Tzakaltèques contre des géants chichimèques. Pedro de Castaneda, conquistador espagnol, qui a écrit une chronique sur l'expédition de Francisco Vázquez de Coronado en Californie, évoque un homme qui était si grand que le plus haut de nos soldats ne lui arrivait qu'à la poitrine. L'on disait que sur cette côte du Pacifique, il y avait des Indiens encore plus grands. Dans un ouvrage de Francis Drake, ce dernier explique que les Indiens de la côte pouvaient porter des fardeaux que 2 ou 3 matelots anglais n'auraient jamais pu soulever. Cela vous donne une idée de la puissance et surtout de la stature de ces Indiens. Qu'elles soient mythiques ou réelles, il existe de nombreuses histoires concernant des peuples de géants sur le continent américain. En revanche, aucune histoire ni tradition ne fait mention de dinosaures ou de reptiles gigantesques ayant foulé le sol du continent américain. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas eu de découverte de dinosaures avant le 19e siècle dans aucune partie du monde? La planète a toujours été habitée, les hommes ont travaillé la terre, creusé des mines, effectué des fouilles et bâti des cités. Pourtant, il a fallu attendre les années 1800 pour découvrir le premier squelette de dinosaure. Le hasard semble avoir choisi son camp, celui du siècle des Lumières. Pensez donc, l'humanité était plongée dans l'obscurité concernant
dans son passé, mais l'illumination maçonnique, telle une bonne mère, lui a permis d'accéder à ses secrets enfouis. Le hasard fait décidément bien les choses. Enfin, presque, car à ce jour, il n'existe pas un seul squelette de dinosaure entièrement collecté et reconstitué. Les seuls que l'on peut voir, comme celui exposé au musée d'histoire naturelle de New York, ne sont que des reconstitutions. Ce sont des assemblages réalisés avec du plâtre, diverses résines et de la fibre de verre, agencés de manière purement arbitraire pour donner l'apparence plausible de ce qui aurait été un dinosaure. La première grande ruée vers les dinosaures en Amérique du Nord, qui a pris place vers 1870, nous la devons au paléontologue Edward Drinker Cope de Philadelphie et O'Neill Marsh de l'université de Yale. Leurs champs d'exploration furent les États du Colorado, du Nebraska et du Wyoming. Visiblement, les terres de ces États ont été bénies. Par qui? Mystère. On y trouve de véritables gisements d'eau fossilisés, parfois en surface dans la roche. Les pays du Golfe avaient le pétrole, l'Amérique avait les dinosaures. Chacun avait son mythe. À l'instar de la ruée vers l'or, la ruée vers les eaux a captivé les populations et a attiré de nombreux chercheurs à une vitesse fulgurante. Les deux paléontologues travaillaient avec leur propre réseau de chasseurs de fossiles. D'abord amis, ils sont rapidement devenus des rivaux acharnés dans une guerre qui est devenue légendaire, la guerre des eaux. Une guerre d'ego, de haine et de jalousie où tous les coups étaient permis, incluant le dénigrement scientifique, la corruption, le vol et la destruction réciproque de cargaisons de fossiles. Cette guerre, qui a duré une quinzaine d'années, les a mutuellement ruinés avec pour seul vainqueur la science. En effet, les travaux de nos deux ennemis ont permis la description de plus de 136 nouvelles espèces de dinosaures, c'est tout dire. Cependant, il faudra attendre le 21e siècle pour que la 137e espèce soit décrite, le Docus carotosaure. Mesurant 10 mètres de long et datant d'environ 180 millions d'années, le Docus carotosaure a été découvert dans les jardins de l'Élysée à la suite de fouilles entreprises par l'exécutif qui cherchait à se débarrasser des preuves compromettantes de leur trahison contre le peuple français. C'est le plus grand fossile de carotte jamais découvert en France. On comprend surtout que la spécialité française n'est ni le fromage ni le vin, mais bel et bien la carotte, et ce depuis l'époque du Jurassique. Cela aurait pu être vrai, mais nous sommes dans un monde fictif. Donc tout ce qui est vraisemblablement faux devient forcément vrai et inversement. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos dinosaures. Nos deux chercheurs ont laissé de nombreuses caisses de fossiles non ouvertes, ce qui a considérablement fait avancer les connaissances sur les dinosaures. Comme quoi parfois la guerre peut avoir du bon. Évidemment, cette guerre a surtout servi à mettre en marche la légende des dinosaures. Les deux paléontologues ont mené ces recherches sans savoir qu'ils étaient des idiots utiles d'un plan qui les dépassait. Bien avant cette ruée vers les eaux, une ruée d'une autre nature a eu lieu quelques siècles plus tôt en Europe occidentale. La ruée vers les momies. On pensait à cette époque qu'il existait un lien entre les tombeaux d'Égypte et les pratiques occultes. Les croyances, les rituels et les mythes qui ont émergé autour des momies égyptiennes ont influencé la pensée et les pratiques ésotériques en Europe depuis l'époque de l'Antiquité jusqu'au mouvement occulte moderne. Les différentes théories et croyances entourant les pouvoirs supposés des momies, y compris leur utilisation dans la magie, la sorcellerie et l'alchimie, ont rendu les Occidentaux qui en avaient les moyens avides. Durant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, les momies égyptiennes étaient considérées comme des substances médicinales rares et précieuses. On croyait qu'elles possédaient des propriétés curatives et qu'elles étaient utilisées dans la fabrication de médicaments et de remèdes. On croyait surtout tout et n'importe quoi. Les momies étaient principalement importées d'Égypte et réduites en poudre avant d'être réutilisées. Cette poudre était ensuite incorporée dans des onguents, des potions ou même ingérée directement. C'était un marché extrêmement lucratif, la demande était constante et un problème s'est rapidement posé, la rupture de stock. Comme chacun sait, les momies égyptiennes étaient disponibles en quantité limitée. On ne pouvait pas les créer à partir de rien comme on le fait de nos jours avec la monnaie. Il a fallu trouver un palliatif. Peu importe, les cadavres d'animaux divers et variés tels que les bœufs, les ibis, les crocodiles et les chevaux feraient parfaitement l'affaire. Si, en plus, on pouvait faire de la place dans les nécropoles surchargées d'Égypte en brûlant les dépouilles de malheureux anonymes, pourquoi se priver? Le tout mélangé avec les restes d'animaux et la production de momies pouvait se poursuivre. Pendant des siècles, l'Occident a consommé des cadavres de momies et d'animaux en tout genre, pensant se soigner et obtenir un élixir de vie. Ils n'ont toujours pas compris que consommer la chair de ces semblables défunts n'était rien d'autre qu'une pratique de sorcellerie. Les découvreurs de dinosaures et les fabricants de momies utilisent les mêmes procédés. Les premiers découvrent ex nihilo des espèces de dinosaures soi-disant disparues. Ces découvertes ont pour but l'intérêt général de la science qui, de manière altruiste, nous révèle le passé ignoré de l'humanité. Quant au second, leur pratique lucrativement intéressante de poudre de pharaon en rupture de stock consiste à créer de toutes pièces une nouvelle matière première afin de poursuivre leur lucratif business. Lucratif certes, mais surtout associé à une pratique de sorcellerie massive sur une population occidentale naïve. S'il y a un point qui règle définitivement le problème de l'existence des dinosaures, c'est la fossilisation. Car sans fossiles, pas de dinosaures.
C'est la racine du problème. La fossilisation est un processus qui dépend de conditions strictes, notamment d'un ensevelissement immédiat dans des sédiments qui devaient être à grains très fins pour qu'une telle préservation des détails se produise. Les géologues interprètent généralement les lits de limon comme le résultat de particules fines se déposant progressivement au fond de l'eau calme. Si cela avait été le cas, les cadavres se seraient décomposés bien avant que l'inhumation et la transformation en roche, la lithification, ne puissent avoir lieu. La probabilité que les conditions précises de fossilisation soient réunies à de nombreuses reprises pour une seule espèce sur une période donnée est extrêmement faible. Il est donc quasiment impossible d'obtenir une telle quantité de fossiles de dinosaures. Pour être cohérent avec cette narration, on peut se demander pourquoi ne trouve-t-on pas autant de fossiles d'espèces animales moins anciennes mais tout aussi répandues dans l'histoire que les dinosaures? Il serait pourtant logique de s'y attendre. La réponse couramment proposée pour répondre à cette question pointe vers la disparition soudaine des dinosaures. Elle se base sur une théorie, une de plus, qui nous explique, stupide bipède atrophié du bulbe que nous sommes, qu'un astéroïde ou une comète, au choix, d'environ 10 km de diamètre a heurté la Terre près de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. Cet impact a libéré une énorme quantité d'énergie créant un cratère d'environ 180 km de diamètre. Cela a entraîné de vastes incendies, d'immenses tsunamis et projeté une grande quantité de poussière et de gaz dans l'atmosphère. Ces particules ont obscurci le ciel provoquant un refroidissement global semblable à un hiver nucléaire. Ce même hiver nucléaire qui nous menace depuis l'invention de la fameuse bombe atomique. La comparaison avec la bombe à neuneux est un autre débat. Cependant, il est difficile de ne pas voir la récurrence d'éléments identiques dans les différents récits de notre histoire humaine. Un peu d'imagination ne ferait pas de mal au niveau de la crédibilité. Bref, avec moins de lumière solaire, les plantes ont eu du mal à photosynthétiser, perturbant ainsi la chaîne alimentaire des herbivores aux prédateurs. Face à ces bouleversements, de nombreuses espèces, dont les dinosaures non aviens, tels que les tyrannosaures et les tricératops, autrement dit ceux qui ne pondent pas d'œufs, ont connu des conditions de vie très difficiles, conduisant à leur déclin et leur disparition, marquant ainsi la fin de l'ère mésozoïque. On ne raconte pas de craques sans casser des œufs, même s'ils sont de dinosaures. Et prenez garde à ne pas remettre en question ce récit, sans quoi Gadelou vous volerait dans les plumes et ce ne serait pas volé. C'est justement la question qu'on se pose, est-ce que les dinosaures pouvaient voler? Les gros certainement pas, quant aux autres, selon que vous soyez normand ou pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Toujours est-il que cette extinction, bien qu'elle ne soit ni rapide ni massive, est tout de même considérée comme telle. Selon cette théorie, elle aurait conduit à une fossilisation importante de leurs restes, car ces êtres auraient disparu sur une période relativement courte. Cependant, rien dans cette narration ne nous dit si les conditions de fossilisation ont été respectées. Apparemment, ce genre de détails n'intéresse pas les fournisseurs de réponses. En effet, plusieurs milliers d'années peuvent sembler brefs au regard des unités de mesure du temps utilisées par nos historiens laïcs. Que représentent quelques milliers d'années quand on parle de dinosaures dont l'histoire se compte en millions d'années? Si l'extinction massive a réellement eu lieu il y a 65 millions d'années, comment expliquer que de nombreuses couches sédimentaires se soient formées successivement et que dans ces strates postérieures à celles des dinosaures, nous ne trouvions pas autant de squelettes d'autres animaux aussi bien préservés et complets ayant vécu pendant ces 65 millions d'années. Après tout, des milliers d'espèces d'animaux ont disparu au fil du temps de la même manière que les dinosaures, dans un laps de temps identique. Pourquoi alors les strates contenant les fossiles de dinosaures, donc plus profondes, sont-elles plus accessibles que celles contenant les fossiles d'animaux plus récents, donc plus faciles d'accès? Le Cambrien est réputé pour une prolifération remarquable de la diversité biologique, fréquemment citée comme l'explosion cambrienne. Antérieurement à ce laps de temps, pendant le pré-cambrien, les indices fossiles sont rares, principalement composés d'algues singulières. Étrangement, durant le Cambrien, on dénombre des fossiles de plus de 1500 espèces distinctes, sans aucune espèce intermédiaire entre elles. Cette découverte a giflé de manière magistrale la théorie de l'évolution sans autre forme de procès. Selon cette théorie, un poisson mettrait environ 100 millions d'années pour évoluer. De ce fait, on s'attendrait à découvrir de nombreux fossiles transitionnels témoignant de cette évolution. Or, cela n'a jamais été le cas, ni pour les poissons, ni pour aucune autre espèce. Dans les strates cambriennes, on observe déjà toutes les grandes classifications d'organismes vivants. De plus, un vaste éventail d'espèces, des plus simples ou plus complexes, comme les tigres, saumons et chevaux, apparaît soudainement dans les archives fossiles sans ancêtre apparent. Cette discontinuité dans les archives est identifiée par les érudits comme les lacunes fossiles. Le terme choisi est d'un ridicule qui ne tue pas, hélas, mais démontre admirablement la lâcheté intellectuelle des dits érudits qui n'arrivent pas à expliquer l'apparition spontanée d'êtres vivants. Ce serait évidemment reconnaître la création ex nihilo par le créateur, ce n'est pas leur projet, vous l'avez bien compris. Des spécimens tels que les calamars et les pieuvres, bien présents à travers de multiples strates, demeurent étonnamment analogues à leurs pendants contemporains. Il est également à noter que quelques espèces anciennes surpassaient en taille leurs homologues actuels, remettant en cause l'idée d'une marche incessante vers la complexité. Bien que certains avancent cela comme un témoignage de l'évolution, il s'agit en réalité de simples constatations d'extinction. L'extinction, il convient de le préciser, n'est pas un synonyme d'évolution. À chaque mensonge est mis en place un moyen de valider ce mensonge. C'est le tampon de conformité, celui qui va entériner la vérité. Le carbone 14,
14 ou C14 est un élément faiblement radioactif du carbone. C'est un isotope au même titre que le carbone 12 et le carbone 13. L'origine du carbone 14 se trouve dans la haute atmosphère de la Terre, là où il se forme. Il existe un atome de carbone 14 pour 1000 milliards de carbone 12. Combiné avec l'oxygène, il forme du dioxyde de carbone, autrement dit du CO2, celui que nous respirons. Tous les êtres vivants en sont imprégnés par le fait des échanges gazeux. Lorsque l'organisme meurt, il cesse son assimilation. C'est alors que la quantité de carbone 14 qu'il a assimilé durant son existence diminue de manière exponentielle avec le temps. Le carbone 14 a une période de radioactivité qui est estimée à environ 5730 ans. Cette durée a été obtenue par expérimentation sur des échantillons pendant quelques décennies, puis extrapolée en fonction de la vitesse de disparition pour estimer les durées plus longues, ce qui se traduit dans les faits par la disparition de plus de la moitié de ces atomes après ce délai. Il est ainsi relativement facile de poser une date sur l'âge d'un organisme en faisant la comparaison entre la quantité de carbone 12, qui elle reste stable, et celle du carbone 14 qu'il contient avec un échantillon standard de référence. Pour obtenir un échantillon standard de référence, il faut bien évidemment connaître la quantité globale de carbone 14 dans la biosphère. Ainsi, en partant de cela, on peut ensuite comparer avec un organisme qui nous intéresse la diminution du carbone 14 et faire le parallèle, sachant que passé 5730 ans, la moitié du carbone 14 a disparu. On est donc à peu près sûr qu'il a plusieurs milliers d'années. Cette méthode reste valable de manière assez restreinte pour un court laps de temps historique. Une fois la moitié du carbone 14 disparu, nous entrons dans une dimension où des milliers d'années ne peuvent être qu'estimées sans aucune garantie de fiabilité. C'est un puits sans fond d'ignorance qui s'ouvre alors, où la spéculation et la conjecture ont fini par prendre le pas. Un élément est venu assombrir davantage les faiblesses de la datation au carbone 14 à notre époque moderne. Les changements multiples observés de notre planète, que ce soit au niveau climatique ou à la variation du champ magnétique, mais également les rejets dans l'atmosphère par les industries et les transports de carbone fossile, ont durablement modifié la teneur de carbone dans l'atmosphère. Les essais dits nucléaires ont quant à eux quasiment doublé la quantité de carbone. À la lumière de toutes ces informations, obtenir un échantillon standard de référence fiable relève désormais de la supercherie. C'est un certain Willard Libby, prix Nobel de chimie en 1960, qui a développé la datation au carbone 14 que l'on nomme également le radiocarbone. Physicien et chimiste américain, il a après la Seconde Guerre mondiale cherché à développer une méthode pour mesurer l'activité radiologique du carbone 14. Il fut l'un des premiers dans la construction du fameux compteur Geiger pour la mesure de la radioactivité. Ce n'est pas un inconnu puisqu'il a fait partie du fameux projet Manhattan, celui qui a, selon la légende bien comprise, vu apparaître la fameuse bombe atomique. Mais 5730 ans, ce n'est pas suffisant pour soutenir une montagne d'approximations et de fadaises historiques. Un booster a donc été intégré au récit. La datation au carbone 14 est en réalité fiable jusqu'à 50 000 ans. Un boost multiplié par 9, rien que ça. Mais pourquoi et comment? À cause de la demi-vie du carbone 14, qui est de 5730 ans. C'était donc ça. Oui, mais les chiffres ne concordent pas. 2 fois 5730 ans n'ont jamais donné 50 000. Mais c'est tout à fait normal, puisqu'à notre époque, 1 plus 1 ne fait pas forcément 2. Car ici, ce ne sont pas 2 demi-vies qui font une vie entière, mais bien 10 demi-vies, soit 57 300 ans. Mais nous n'allons pas chipoter, 50 000 ans feront parfaitement l'affaire. Ensuite, la quantité restante de carbone 14 est donc trop faible pour être mesurée précisément. Ceci est l'explication scientifique du fonctionnement de la datation au carbone 14. Prenons donc ces 50 000 ans comme référence valable. Autrement dit, une estimation donnée pour des ossements de dinosaures de plusieurs millions d'années repose sur de la pure spéculation. Maintenant, soyons fous et supposons que le carbone 14 disparaisse complètement au bout de 50 000 ans. Comment dans ce contexte peuvent-ils encore dater les os de notre ancêtre humanoïde Lucie à plus de 3 millions d'années? Toutes les dates que la science moderne nous annonce concernant les civilisations anciennes, les animaux disparus, etc. ne sont que des dates arbitrairement définies en accord avec le cahier des charges de la mythologie satanique. Dans les faits, nous ne connaissons réellement de notre histoire que ce qui a laissé des traces écrites. À ce titre, nous pouvons inclure les 2000 dernières années. La destruction des grandes bibliothèques de Chine, Tripoli, Bagdad, Nishapur, Constantinople, du Mexique, d'Antioche, de Grenade et d'Égypte a opportunément effacé des pans entiers de notre histoire, offrant ainsi aux prophéties sataniques l'occasion de combler les pages redevenues blanches de notre histoire. Si l'on y ajoute les vestiges archéologiques à travers le monde, on peut remonter prudemment et de manière assez imprécise jusqu'aux 5000 dernières années. Pour le reste, c'est la politique du dos mouillé. Après tout, qui peut être sûr que les Égyptiens ont construit la grande pyramide de Gizeh? Surtout lorsque l'on sait que les Égyptiens nous ont laissé des dossiers complets sur tout, des mariages aux mauvaises récoltes. Cependant, pour une raison qui nous échappe, ils n'ont pas pris la peine de produire un seul papyrus expliquant comment les pyramides ont été construites, quand et par qui. Alors de là à spéculer sur l'existence supposée des dinosaures sans autre preuve que celle bancale fournie par les ennemis déclarés de l'humanité, c'est se perdre dans les méandres des mensonges sataniques. La vérité est souvent plus simple qu'on ne le pense, et même si nous l'apercevons, nous choisissons souvent de l'ignorer. Après être partis explorer l'immensité de l'univers à la recherche de nos ancêtres les aliens, et avoir creusé jusqu'aux profondeurs insondables de notre planète en quête des mythiques dinosaures, le prochain voyage vers lequel ceux qui nous dirigent pourraient nous emmener, si nous n'y prenons garde,
nous conduira aux confins de nous-mêmes pour extraire notre humanité, ce qui définit l'être humain, sa conscience, sa foi et son esprit. Ce jour-là, nous n'aurons vraiment plus rien, et Klaus Schwab aura vu juste. La seule question qui subsistera sera de savoir si nous serons heureux ou non. Cependant, cette question n'a pas lieu d'être, car une telle option est inconcevable si vous êtes véritablement humain.